Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur le plateau de La Pensée et les Hommes pour une émission, je pense, originale qui va être consacrée à la Maison Hanon. Alors, pour parler de la Maison Hanon, nous avons deux invités qui sont des spécialistes en histoire de l'art. Tout d'abord, Grégory Van Albroek, qui est le conservateur de la Maison Hanon. Donc, qui d'autre serait mieux placé pour nous parler de ce magnifique bâtiment que son conservateur. Grégory est historien. Il est également un spécialiste en gestion culturelle. Et donc, il mène un projet qui est quand même un projet absolument magnifique à Bruxelles. Et je le remercie vivement d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également invité Marc Semmings. Alors, Marc Semmings, sa fonction principale, c'est qu'il est au fond le dirigeant d'une société informatique. Mais il a plus d'un atout dans sa manche. C'est aussi un historien de l'art de l'ULB, quelqu'un de passionné en la matière, qui a développé Corégos. Alors, Corégos travaille sous l'égide de l'Académie royale de Belgique, et c'est véritablement un outil qui permet la diffusion des connaissances et du savoir en matière artistique. Donc voilà deux personnes qui, quand on parle d'art, sont en train de vibrer d'entrée de jeu. Alors je vais d'abord me tourner vers Grégory. Qu'est-ce que c'est ce projet de la Maison Hanon qui s'inscrit dans la logique de l'art nouveau? Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter ce projet? Donc la Maison Hanon, c'est une maison donc Art Nouveau située avenue Bruckmann. L'objectif principal, finalement, c'était de la rendre accessible au public. C'est une des maisons Art Nouveau les plus connues à Bruxelles, qui n'était pas spécialement en bon état, qui se délabrait assez fortement et qui n'avait plus d'affectation depuis près de 10 ans. Et donc l'idée était de se dire, bon, avec un bien de patrimoine, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plusieurs options qui étaient prévues. Et finalement, nous avons opté pour une restitution de la maison, avenue Bruckmann donc, pour la rendre accessible au plus grand nombre. Ça rentre dans la perspective de l'année 2023, qui est l'année dédiée à l'Art Nouveau, et de façon à installer Bruxelles en fait comme capitale de l'Art Nouveau, puisque on en rediscutera sans doute, mais Bruxelles n'a peut-être pas inventé l'Art Nouveau, mais l'a porté à son paroxysme. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est le cas de le dire, un renouveau. Parce que dans les années 70, cette maison avait été laissée quasiment en désuétude. J'ai même entendu qu'on s'était dit qu'on pourrait garder uniquement la façade et faire des appartements à l'intérieur. Enfin bref, oui. On était dans une logique où l'art nouveau était vraiment marginalisé, au fond, du point de vue de l'esthétique, alors qu'aujourd'hui, c'est un fleuron du patrimoine bruxellois. Oui, alors, donc il y a eu une période d'errance. On est en 65 quand la maison est revendue par la famille. Attention qu'en 65, la maison du peuple de Victor Horta est toujours debout et la maison Horta n'a toujours pas été achetée par la commune de Saint-Gilles. Donc on est dans la préhistoire de l'Art Nouveau. Et puis il y a eu à peu près, en effet, 20 ans d'abandon avec 10 ans de vol et de squat. Pour finalement avoir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on va vers une restitution telle qu'elle était. Maintenant, j'invite quand même à être très vigilant. C'est vrai que c'est la consécration de l'Art Nouveau aujourd'hui, mais le patrimoine, le petit patrimoine, reste menacé. Il reste une façon de lire le patrimoine avec un patrimoine qui a été classé souvent quand il est menacé, donc pas par choix esthétique ni par utilité pour l'histoire de l'art, mais et un patrimoine qui n'est pas classé, donc jugé moins utile, moins intéressant à préserver. Or, aujourd'hui, il est impossible d'avoir une connaissance exhaustive, par exemple, de l'Art Nouveau, parce que chaque bâtiment n'a jamais été étudié ou approché ou personne n'a pu rentrer dans tous les bâtiments. Donc on ne sait pas forcément ce qui se trouve dans tous les bâtiments. Et il est fort à parier qu'il y a encore des pépites Art Nouveau qui ne sont pas ouvertes au public, pas connues même par les autorités. On vient de classer l'année dernière une maison de Léon Sneyers, l'hôtel Waxweller à Scarbeck, qui est absolument exceptionnel, qui a été restauré par un propriétaire pendant une dizaine d'années et qui aujourd'hui l'a fait classer pour consacrer en fait son travail. Donc on voit qu'il y a quand même une double logique, à la fois des instances officielles, publiques, qui vont trouver utile et salutaire d'acheter, de restaurer un bâtiment. On parle de la maison Horta, la maison Hanon, et puis les acteurs privés, les propriétaires privés, qui se lancent de passion pour une maison et décident de la sauver. Et ça, c'est la majorité du parc immobilier à Bruxelles.
D'accord. Marc Semix, vous, de votre côté, votre regard d'historien de l'art et de président de Corrigos, finalement, qui s'occupe vraiment de ces matières-là, par rapport à l'art nouveau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est l'art nouveau? À vous l'expliquer brièvement, ce sera difficile, mais... Disons pas plus de 2 heures. D'accord. Il est un fait, c'est que l'art nouveau est dans une certaine mesure une réaction. Une réaction par rapport à une tradition qui s'est installée au XIXe siècle, qui est la tradition de l'éclectisme, de l'historicisme. Tradition éclectique et historicisante qui s'est elle-même construite sur base d'une révolution qui a eu lieu en histoire de l'art à la fin du XVIIIe siècle, qui est la révolution du néoclassicisme. Donc en fait, on pourrait dire que l'art nouveau, ceci dit, l'art nouveau est multiple. Donc je vais plutôt me centraliser sur ce qu'on en a fait à Bruxelles avec des personnalités comme Horta ou comme l'architecte de la Maison Anon. C'est une réaction organique par rapport à un héritage mécanique. Donc il faut savoir que le néoclassicisme de la fin du XVIIIe siècle a un petit peu réalisé dans le monde des formes, dans l'espace et dans l'architecture, ce que Descartes et Newton ont réalisé dans le monde de la philosophie, c'est-à-dire c'est l'avènement du mécanisme universel et de la géométrie mécanique. À partir de la fin du XVIIIe, surtout à partir du début du XIXe siècle, avec un certain néoclassicisme, parce qu'encore une fois, les néoclassicismes sont multiples, on va mettre en place une architecture qui va devenir additionnelle, qui va devenir... où on va s'attacher plus à la forme qu'au fond, je dirais. Et en même temps, on va géométriser les espaces. In fine, ça va donner naissance à une architecture de type éclectique qui va se baser sur une connaissance de l'histoire de l'art et qui, notamment dans les façades et dans les décors, vont de manière additionnelle ajouter des objets de décoration, etc. Cette structure néoclassique additionnelle, géométrique et mécanique, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, on va en avoir un petit peu assez. Et par exemple, l'architecture Art Nouveau de Victor Horta est une réaction organique par rapport à cet univers mécanique. Donc on va chanter non plus les lignes droites du néoclassicisme, mais on va chanter les courbes. On va plus chanter le côté additionnel, mais on va chanter le côté fusionnel, donc parce que l'art d'Horta est extrêmement fusionnel. Voilà un petit peu, grosso modo, en quelques minutes, pour ne pas aller trop loin, ce que je dirais à propos de l'art nouveau. C'est d'abord et avant tout une réaction. Donc quand vous dites fusionnel, ça veut dire que les différents éléments doivent être associés et non pas additionnés, c'est ça? Exactement. Donc la structure du néoclassicisme, c'est vraiment additionner les espaces, additionner les éléments de décor. Ils ne forment pas nécessairement un tout, ou alors ce tout est devenu tout simplement l'addition des parties. Avec Victor Horta, c'est tout le contraire. C'est vraiment une architecture qui a une conception organique, où tous les arts se fondent en vue d'avoir un effet et une conception globale. Et ça, c'est vraiment caractéristique de l'art nouveau. Donc c'est vraiment fusionnel et organique. C'est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on est quand même à la charnière du 19e et du 20e siècle. Donc c'est une époque tout à fait fascinante de ce point de vue-là. Cette époque-là est une époque où il y a énormément de choses qui vont se passer. C'est la belle époque, comme on disait. C'est la belle époque, c'est-à-dire que quelque part, effectivement, c'est un peu l'aboutissement, je dirais, du siècle de la bourgeoisie, parce que le 19e siècle, je pense à Napoléon III, à la belle époque, les grandes fêtes, etc. C'est un peu cet aboutissement-là, mais en même temps, c'est aussi la fin d'une période où on ressent le besoin de réfléchir à des formes nouvelles, notamment en matière artistique, mais aussi en matière, je dirais, un petit peu philosophique. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place. Et donc, l'une des réponses à cette recherche, je dirais, de nouveauté, va être justement l'art nouveau, qui va prendre des connotations, des formes un peu diverses en Europe, mais l'un des centres sera incontestablement Bruxelles. Ça me semble évident, personnellement. D'où évidemment, l'intérêt de la Maison Anon. Alors, vous me reprenez si je me trompe, parce que moi, mes connaissances sont de seconde main et vous, Grégory, de première main. Mais ce que j'ai lu, c'est que, bon, Horta, c'est tout de même l'architecte des nantis, hein, des gens qui ont des moyens importants. Mais ici, la Maison Anon, on n'est quand même pas dans la même configuration. La Maison Anon, si je tiens bien, son propriétaire, c'est quelqu'un qui travaille chez Solvay.
c'est un bourgeois, clairement, mais on est quand même à une échelle qui est une échelle sur le plan financier qui est différente. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le projet de cette famille qui a conçu la maison Hannon et puis finalement, pour vous, l'importance que cela revêt, parce que ça a quand même une importance, à mon avis, sur le plan social. Oui. Alors je vais un peu vous contredire, oui, parce que justement, en fait, donc Édouard Hannon travaille pour le groupe Solvay. Or, l'architecte du groupe Solvay pour les demeures des grands dirigeants, eh bien, c'est Victor Horta, parce que c'est les grandes fortunes. Oui, bien sûr. Et Édouard Hannon fait partie des grands dirigeants de Solvay. Et donc, on peut se poser la question et on n'a pas réellement de réponse, hein, pour être très clair, de pourquoi avoir choisi Jules Brinfo. Jules Brinfo, c'est le meilleur ami d'enfance d'Édouard Hannon, mais c'est surtout l'architecte du groupe Solvay pour le déploiement de Solvay à l'international, qui est la mission en fait d'Édouard Hannon. Donc c'est Jules Brinfo qui va construire les usines, les cités ouvrières, etc., partout en Europe et aux États-Unis. Et donc, il va demander à Jules Brinfo de s'inspirer largement d'Horta, et c'est surtout l'hôtel Tassel qui va être le modèle principal, qui est considéré comme l'un des deux manifestes de l'Art Nouveau, l'autre étant la maison personnelle de Paul Anka, qu'on ne cite jamais. Donc, Hannon, le couple Hannon, puisqu'il y a un couple, Marie et Édouard. Marie est française, Édouard est belge, et c'est aussi cette singularité qu'on va retrouver dans cet intérieur, sur un plan circulaire, un plan à l'antique. Horta n'a jamais fait de plan circulaire, c'est toujours une révision du plan, mais il reste rectiligne, il l'ouvre. Ici, il est totalement circulaire avec une répartition des espaces en périphérie. Mais surtout, le couple, les deux, en tout cas, ont à peu près 50 ans. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans une démonstration en show-off d'être arrivés à un statut social. Ils font la synthèse de qui ils sont. D'ailleurs, l'allégorie de la fresque, c'est le couple s'arrête à un moment après avoir marché pour contempler les plaisirs de la vie. Et c'est tout le sens de cette maison. Donc, nous sommes dans un entre-deux. Nous ne sommes pas vraiment dans une conception à la Horta pour la grande aristocratie, mais nous sommes aussi dans une conception qui tout de même relève de cet art bourgeois, disons, que Marx Alors c'est un art bourgeois, oui, tout à fait, c'est un art bourgeois. Attention que Théodore Hannon, le frère d'Édouard Hannon, reçoit une lettre de Robes, parce qu'ils correspondent énormément, et Robes dit « Commence pas comme ton frère à t'embourgeoiser ». Donc c'est quand même la grande bourgeoisie, Édouard Hannon, et il a les moyens de ses ambitions puisqu'il meuble tout. Il fait meubler l'intégralité de la maison en style par les établissements galais, donc tout vient de France. Donc on vit à la française dans cette maison. Et là c'est une autre singularité de ce projet. Alors Marc, vous êtes spécialiste aussi d'autres types d'art à l'époque. Alors de nouveau, je vais peut-être me tromper, vous me reprenez, mais j'ai lu que le monde catholique misait sur le néogothique, tandis que le monde plutôt libéral, laïque, misait sur l'Art Nouveau. Est-ce que c'est exact? Et qu'est-ce que ça signifierait? C'est en partie vrai, effectivement. Le néoclassicisme qui apparaît en Europe vers la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, c'est aussi quelque part l'art de la Révolution française. Et l'Église catholique et la Révolution française, le mariage n'est pas idéal. Et donc, effectivement, le néoclassicisme s'est progressivement installé en Europe. Et à un moment donné, l'Église catholique, évidemment, a ressenti le besoin de retrouver une série de signes de son univers à elle, dans le monde des formes, dans l'espace, dans l'architecture. Et elle s'est tournée, et c'est aussi un mouvement, je dirais, européen, vers le gothique, qui est passé, pour nous ce serait plutôt aujourd'hui le roman, qui serait, je dirais, l'architecture typiquement religieuse, mais au XIXe siècle, c'est vraiment le gothique. Et donc vous avez eu une phase de néo-gothique qui a un petit peu traversé toute l'Europe. Ceci dit, je tiens à dire, et ça il faut toujours le souligner, c'est que la structure, par exemple, d'une église néogothique, on a une très belle église qui est Saint-Boniface à Bruxelles, qui est une église néogothique vraiment tout à fait caractéristique. La structure de cet édifice reste complètement néoclassique, mais on l'affuble des signes du gothique. Donc on va avoir des arcs brisés, on va avoir des fenêtres gothiques, on va avoir des confessionnaux gothiques, etc. Mais la structure de l'édifice reste complètement néoclassique. Et ça, c'est important à souligner, c'est-à-dire pendant tout le XIXe siècle, la manière de concevoir l'espace, la manière de structurer l'espace
sera celle du néoclassicisme. Et le néoclassicisme, c'est le mécanisme. On additionne et on sursature évidemment aussi de signes historicisants, de signes religieux, de signes, etc. Donc c'est ça la grande pâtisserie, je dirais, de l'architecture bourgeoise, évidemment. On sursature de signes. Mais effectivement, au début du XXe siècle, cette architecture néogothique ne sera combattue par une architecture, je dirais, plus rationnelle et rationaliste, qui sera notamment celle, effectivement, de l'Art nouveau. L'Art nouveau, c'est, à un moment donné, perçu comme quelque chose qui relève du progrès. Et le progrès, c'est plutôt bourgeois, et ce n'est pas nécessairement vu comme catholique, qui est plutôt vu comme conservateur. Donc effectivement, l'Art nouveau sera plutôt du côté, je dirais, libéral et progressiste que du côté catholique. Ça me paraît évident. Est-ce qu'on peut dire que la maison Hanon, par exemple, en quoi est-ce qu'on pourrait dire qu'elle s'inscrit dans cette logique du progrès? Bonne question. D'abord par l'introduction, et c'est une des caractéristiques de l'Art nouveau, l'introduction systématique du métal dans l'espace du quotidien. Le métal est associé au monde industriel, et donc faire que ce métal fasse irruption dans ce quotidien est souvent mal perçu par la grande bourgeoisie. C'est une des épouses d'un propriétaire d'une maison d'Horta, dont je me souviens pas du nom, qui, en rentrant, en voyant les poutres métalliques, dit « ça sent l'ouvrier ». Et donc là, ça caractérise assez bien la conception qu'on a entre ce monde industriel qu'on laisse loin, mais aussi ces villes qui sont en pleine mutation avec cette révolution industrielle, donc en caricaturant qui sont noircies, avec cette pauvreté aussi, parce que c'est une réalité à ce moment-là. Il y a des crashs économiques. La Belgique a beau être la deuxième puissance économique au monde à l'époque, il y a une paupérisation qui est galopante au même moment. Et puis ces maisons qui contrastent, qui vont recréer une espèce de paradis perdu, d'univers clos, peut-être en partie artificiel, mais qui est rassurant. Et cette maison Hanon, notamment par ses plans circulaires aussi, sans doute doit faire écho à un monde du 19e siècle qui est très ésotérique. Ça, c'est quelque chose qu'on conçoit assez bien. Et donc, le néo-gothique, c'est vrai qu'en caricaturant, en grossissant le trait, oui, peut être attaché au monde plutôt catholique. Et en fait, ça s'intègre dans une forme de spiritualité. Tous les néo-gothiques ne sont pas forcément catholiques, comme tous les arts nouveaux ne sont pas forcément libéraux. Il y a un magnifique collège à Forêt avec des sgraffites art nouveau, avec des évangélistes. Eh bien, c'est une question de nouveauté. L'abbaye de Maretsu commande par exemple à Victor Horta un gymnase. Il y a une lettre de recommandation en disant attention, c'est un franc-maçon, mais enfin, c'est quelqu'un qui construit très bien. Donc, il n'y a pas forcément de dualisme aussi radical. Par contre, en effet, c'est la question des progressistes et du conservatisme plus que des courants. Maintenant, on ne va pas nier que la majorité des artistes art nouveau sont des idéalistes et qu'en partie, donc, ces idéalistes se retrouvent notamment en loge aussi. Hein. Donc il y a vraiment un ancrage des architectes et, je suppose, des commanditaires de l'art nouveau dans les loges maçonniques? En bonne partie, oui. La majorité du groupe Solvay, à l'exception de la tête Solvay, font partie des loges. C'est tout à fait intéressant. Donc il y a vraiment là, parce qu'on est quand même à une époque de l'histoire de la maçonnerie où sa rivalité avec l'Église catholique est très importante. Donc, oui, tout à fait. Édouard Hanon, par exemple, c'est une bonne question, on n'a pas la réponse. Donc c'est un vrai libre-penseur, ça c'est sûr. Et là, je vais un petit peu développer au sens où nous avons au centre du salon un meuble d'Émile Gallé, lui aussi un artisan de la libre-pensée à son niveau, avec un meuble, avec une incrustation de nacre, avec une étoile qui transparaît à travers un nuage, avec en dessous de ce nuage, eh bien, une ville lorraine dominée par un clocher. Eh bien, cette libre pensée est représentée de cette façon-là. Et d'ailleurs, c'est le frontispice d'un journal que va illustrer Émile Gallé, qui s'appelle L'Étoile de l'Est, qui est une réponse à la Croix de l'Est. Donc on est dans une société quand même très duelle. Maintenant, de là à dire qu'Édouard Hanon, par exemple, est un franc-maçon, c'est une question qu'on nous pose souvent, parce que justement, ce 19e siècle qui est pétri d'ésotérisme et de symbolisme, en fait, n'est plus
perceptible de façon contemporaine en dehors de la maçonnerie, au sens où on voit, dès qu'on voit du symbole et de l'ésotérisme, on se dit « Ah, c'est de la franc-maçonnerie ». En fait, Édouard Hanon et la maison Hanon, sans doute pas du tout, mais elle est imprégnée de symbolisme et de spiritualité qui sont propres à la fin du XIXe siècle. Oui, c'est une époque où il y a une véritable efflorescence en la matière, hein, quand on pense à la Rose-Croix, mais aussi des églises gnostiques, des mouvements pythagorisants et autres. Il y a énormément de mouvements parallèles qui ne sont pas nécessairement maçonniques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à réduire un peu parce que seule la franc-maçonnerie est encore connue, au fond, en la matière par le grand public. Vous allez avoir aussi, par exemple, 2 écoles au sein de la maçonnerie, avec les Amis philanthropes dont Horta est membre, et donc qui va générer plutôt des idéalistes, symbolistes, plutôt socialistes. Puis en face, vous aurez la loge de l'Union du Progrès Réuni, avec Paul Ancart, qui est plutôt acteur de changement, dans un réalisme social, dans une volonté de réformer, et qui, lui, est plutôt libéral. Donc il y a cette dualité également qui existe. Donc les 2 courants qui traversent la maçonnerie sont présents aussi dans l'architecture. Dans l'architecture. Oui, c'est vraiment assez fascinant. Alors, pour être un peu plus concret, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la maison Hanon? À part qu'on peut la visiter, tout le monde peut aller voir le site et voir les heures où on peut visiter la maison Hanon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai vu qu'il y a des expositions. C'est aussi un lieu qui culturellement est important. Oui, alors on a voulu, évidemment, on est à quelques mètres du musée Horta, qui est à la fois notre partenaire et notre soutien dans cette initiative. Il y a notamment un billet combiné. Donc le rez-de-chaussée... Donc ça veut dire qu'on peut visiter les deux? Les deux. Ils sont à 300 mètres, donc c'est l'idéal. Ça s'inscrit évidemment dans une stratégie de décentralisation du tourisme, hein, évidemment, pour valoriser les quartiers également, qui sont, même si les maisons ne sont pas visitables, les façades sont assez exceptionnelles dans ce quartier. Au rez-de-chaussée, eh bien, vous avez une restauration qui est en cours. Donc, la maison est totalement saine d'un point de vue sanitaire. Et donc, il y a une restauration progressive qui est occupée d'être réalisée. Pourquoi progressive ? Pour des raisons de calendrier, mais aussi des raisons financières, il y a une incapacité à pouvoir avancer aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Mais aussi suivre la recherche, c'est-à-dire que chaque tissu, chaque type de peinture, chaque fresque demande quand même un investissement ou une réflexion. Donc, comme on est dans un cas exceptionnellement bien documenté, nous avons toutes les factures par exemple, eh bien c'est impossible, voire ce serait dommage de restaurer trop rapidement. Et donc ça permet en fait d'associer le public à cette question de la restauration. Chaque billet contribue notamment à hauteur de 2 €, mais aussi d'associer et de valoriser les métiers du patrimoine qui sont justement en plus aujourd'hui en pénurie. Et donc on a voulu que ce bâtiment soit aussi un moteur, pas uniquement contemplatif, mais un moteur un peu plus social. Au premier étage, pour faire revenir le public, pour éviter d'avoir une maison figée, nous accueillons chaque année une nouvelle exposition. La première exposition d'ouverture, alors c'était un petit peu facile et pourtant personne n'a présenté cette thématique, c'était les arts nouveaux belges sans Victor Horta. Alors c'est un petit peu fait exprès, pour à la fois qu'on ne dise pas que c'est une maison de Victor Horta, mais Victor Horta aujourd'hui, dans la logique de communication qu'on connaît aujourd'hui, mainstream avec quelques mots, l'art nouveau c'est Horta, les fleurs, Bruxelles. Voilà. Et là on voulait présenter autre chose. Des acteurs du changement, Paul Ancart, je l'ai déjà cité, les 20 qui sont vraiment un groupe d'avant-garde d'un radicalisme bluffant encore aujourd'hui. Et puis Serrurier-Bovy qui, pour caricaturer, invente les mobiliers pour ouvriers le moins cher possible et un petit peu l'IKEA de l'époque, avec Henri Van de Velde qui, lui, réforme totalement les arts et connaît une postérité en Allemagne en allant jusqu'à créer le Bauhaus. Et donc de démontrer que cet art nouveau, c'est d'abord un esprit, un état d'esprit, de révolutionner, de ne jamais regarder derrière, de toujours avancer en fonction des contraintes économiques, en fonction de la finalité qui est de produire du beau pour tout le monde et pour toutes les bourses. Et donc c'est les bases du design contemporain en définitive. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on part vraiment d'un monde qui est un monde réformé, puisque le néoclassicisme était bien présent. Il y a une première réforme qui est dans l'idéologie du progrès, mais le ricochet est immédiat sur notre époque aujourd'hui. C'est fascinant. En fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'art nouveau, en Espagne ça s'appelle modernismo. Hein.
chaque pays a sa dénomination, ce qui prouve bien que c'est à la fois, c'est plus un état d'esprit qu'un mouvement structuré, mais vraiment un besoin de dépasser en fait ce 19e siècle pour associer l'industrie à la révolution du quotidien. C'est les premières fois à l'époque où on fait des maisons sur mesure, adaptées aux commanditaires, mais totalement sur mesure. Et donc on comprendra aussi pourquoi la deuxième, troisième génération de propriétaires ne voudront plus de ces maisons, parce que finalement, qui veut vivre dans les chaussures de ses parents? Mais personne. Ça ne correspondait plus à leurs besoins, au fond, parce que ces maisons étaient finalement, d'un certain point de vue, déjà fonctionnelles avant la lettre. Oui, et alors totalement fonctionnelles, mais aussi c'est l'apothéose ou l'aboutissement de l'individualisme. J'entends parfois narcissisme, je ne pense pas. C'est vraiment l'individualisme avec la force de frappe industrielle, un contexte économique extrêmement favorable qui permet en fait de sortir de terre des chefs-d'œuvre absolus. Alors, Marc Semis, tout doucement, notre émission arrive à sa fin. Vous êtes un passionné des formes. Vous êtes historien de l'art, mais vous l'étudiez au travers de ces grilles d'études, d'ailleurs, que le professeur Philippot nous a enseigné tant d'années à l'ULB, au travers aussi de la logique des formes. En un mot, l'art nouveau, vous devriez dire, qu'est-ce qui caractérise l'art nouveau du point de vue de la forme ? Je vais simplifier au maximum. C'est la courbe par rapport à la ligne droite. C'est le circulaire par rapport au carré. Et là, j'oppose l'héritage néoclassique dans ses différentes variantes avec l'historicisme, l'éclectisme, et avec, bien évidemment, l'art nouveau, où on connaît la ligne en coup de fouet. Certains vont même rapprocher cette ligne en coup de fouet de ce qui se faisait à une certaine époque dans l'art baroque, parce que l'art baroque, c'est également l'art de la courbe, de la contre-courbe, etc. Et on retrouve quelque chose de cette forme dans l'art nouveau. Donc je dirais, c'est un peu l'opposition, mais là je simplifie vraiment au maximum, de la courbe retrouvée, parce que le néoclassicisme, un certain néoclassicisme, a vraiment privilégié le côté quadrangulaire, donc c'est plutôt la courbe retrouvée, je dirais. Donc alors on se retrouve, la pensée et les hommes par ce vent de la franc-maçonnerie, entre l'équerre et le compas, c'est quand même magnifique comme conclusion, je ne pouvais pas manquer ça. Magnifique. Alors je vous remercie vraiment, messieurs, de vos interventions qui sont très éclairantes. Merci évidemment au conservateur de la Maison Anon, Grégory, qui en plus nous a amené certains documents inédits que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Et à bientôt, espérons-le peut-être même à la Maison Anon pour une émission de la pensée et les hommes qui pourra aborder peut-être l'une ou l'autre thématique des très belles expositions qui vont s'y dérouler et s'y tenir dans les années qui viennent. Mesdames et messieurs, j'espère qu'avec nous vous avez découvert ce pan de l'art nouveau bruxellois, un fleuron de notre patrimoine, et je vous dis à bientôt.